Merci. Écoutez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je sais que ça fait une longue journée pour plusieurs et on m'a laissé 27 minutes pour la présentation. Alors, le temps file. Écoutez, je vais vous parler de l'éducation à l'âge du numérique. Je vais vous parler de saisir les opportunités et aussi de surmonter les défis. Ça va défiler rapidement la présentation, non seulement parce que le temps file, mais parce que j'ai comme souci d'être certain que personne ne tombe endormi. Pourquoi j'ai intitulé ça « Saisir les opportunités, surmonter les défis ». Je vois un peu les technologies en éducation comme ces vieux jeux qu'on a un peu de serpent avec des échelles. Et certaines fois, des personnes prennent des échelles qui descendent, d'autres prennent des échelles qui montent, puis il y en a qui marchent de façon très, très lente et puis qui prennent beaucoup leur temps. Donc, je vais tenter de tourner ma présentation autour de cela, puis de l'égayer de quelques éléments. Une brève introduction. Quel avenir pour les technologies en éducation? Quelles sont les principales opportunités rendues possibles par les technologies, des écueils à éviter? Et vous allez voir là-dessus, je vais tenter d'être assez critique, constructif, mais quand même critique. Quelques pratiques pédagogiques gagnantes, peu importe à quel ordre vous enseignez, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep ou à l'université. Quelques nouvelles tendances sur lesquelles il faudrait garder l'œil, selon moi. Quelques mots, on m'a demandé d'en parler un petit peu, ordinateur, tablette, chariot, qu'est-ce qui est la meilleure option? Et peut-être quelques suggestions pour devenir un prof ou un conseiller pédagogique un peu plus branché. Quelques mots de conclusion, le tout en 26 minutes, le temps qu'il me reste. Alors, l'éducation à l'âge du numérique. Tout à l'heure, il a dit gentiment, Marc-André, que j'avais été son prof en 1994. Il garde plus les dates que moi. Ça fait longtemps que j'utilise les technologies en éducation. Ça fait... Écoutez, j'ai commencé au début des années 90 et puis à chaque fois, ça avait été un débat, un défi, puis ça n'a jamais été toujours rose, pour vous dire. Il y a toujours eu des défis qui venaient avec les technologies, puis jusqu'à tout récemment, j'en avais toujours. J'ai dit tout à l'heure à la blague, mais ce n'était pas vraiment une blague. On a des étudiants à distance dans mon université, puis c'est un défi pour les admettre, parce que dans les règles qu'on a du registrariat, il faut qu'ils viennent. Mais ceux qui habitent, par exemple, au Burkina Faso et qui veulent faire un diplôme à distance qu'on offre, ils ne peuvent pas venir physiquement. Alors, il y a plein de défis comme ça que je dois régler constamment. Et je vous dirais que ça m'a permis de devenir à la fois critique et à la fois aussi débrouillard dans ce que je veux faire. Donc, j'ai ces défis au niveau de mon enseignement, mais j'ai fait aussi plusieurs recherches sur les technologies, non pas que je sois pour ou contre. Les recherches, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet finalement de donner le pouls sur ce qui se passe un peu dans les milieux de pratique. J'ai fait des recherches et je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai eu la chance de faire des recherches. On a eu un projet financé par nos taxes à toutes et à tous, financé par le CRDI, où est-ce qu'on a eu la chance de voir dans 16 pays d'Afrique, de l'Ouest et du Sud et de l'Est, etc., comment se passait l'intégration des technologies. Plus près de nous, on a fait une recherche auprès de 33 000 étudiants dans les cégeps. Et ça nous permet, non pas d'être pour ou contre les technologies, mais ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça nous permet de comprendre, par exemple, pourquoi certains cégeps, cet automne, ont décidé d'interdire toute technologie en salle de classe. Si vous ne me croyez pas, googlez, par exemple, cégep Vanier, un règlement, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, ils ne sont pas tout seuls. Ces recherches permettent aussi de comprendre, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, la commission scolaire Eastern Townships, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait pour couper leur taux de décrochage scolaire en deux. Écoutez, on n'en parle pas. Moi, je suis parfois insulté de voir ça. Je me dis, on a des modèles, entre guillemets, gagnants, performants chez nous. En 10 ans, ils sont passés de 42 à 19 et on ne parle pas de clientèle particulièrement favorisée. Allez voir les cours d'école à Cowansville, à Granby, pour voir un peu, pour réaliser que le milieu socio-économique des élèves et de leurs parents, évidemment, n'est pas toujours évident ou facilitant pour la réussite scolaire. Mais malgré tout, ils sont passés de 42 à 19 dans les épreuves officielles du ministère. Mais bon, on ne les regarde pas beaucoup. On prend d'autres exemples des fois. J'ai la chance aussi dans les études que je fais, et ça j'aime beaucoup, je fais des observations de classe. Je vais dans des salles de classe, je m'assois, je regarde des profs, les élèves, et ce que je fais aussi, ce que j'aime beaucoup faire, je fais des focus group auprès des élèves, des enseignants, des directions d'école. Alors, comment faire pour faire des focus group? C'est les stratégies un peu des syndicats. On leur offre quelque chose à grignoter, quelque chose à boire, et en quelques instants, les langues sont déliées. C'est une stratégie tout à fait banale, mais je mets leur prénom sur un carton, et puis c'est un peu comme Jeannette veut savoir, en quelques instants, ils me racontent tout.
tout sur les technologies, en tout cas sur l'objet de la recherche qu'on veut faire. C'est un exemple d'une école secondaire, Focus Group, qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Et là, la même chose. Bon, pour les faire venir durant les heures de classe, c'est plus facile. On met des bartenders avec des jus. Sur l'heure du midi, c'est des jeunes quand même secondaires 4-5. Il faut quand même trouver des incitatifs. Et au cégep, on fait la même chose. L'université, la même chose. Donc, ces études, ça ne me permet pas d'être pour ou contre. Ça me permet finalement de donner le pouls de qu'est-ce qui se passe vraiment. Et je me dis, c'est important, en tout cas selon moi parfois. Les technologies en éducation, quel avenir? Bien, on a beaucoup parlé de technologie, d'innovation. Moi, je vous dirais gentiment, je pense qu'on donne trop d'importance à l'innovation. Puis les enseignants que je rencontre dans les recherches que je fais, parfois, ils se sentent mal parce qu'ils ont l'impression de ne pas innover à chaque instant. Mais je me dis, est-ce que l'objectif est d'être innovateur à chaque instant? Bien, moi, je me dis peut-être pas. Innover parfois, oui. Innover par moment, oui. Il y en a qui innovent plus que d'autres, c'est bien. Je pense que le problème, c'est ceux qui tentent de résister à cette innovation. Ils se font de plus en plus rares, mais il y en a quand même des féroces. Et puis, les technologies en éducation, ça va très, très vite. Et quand je dis que ça va très vite, là, il y a des sites délicieux, en tout cas sur Internet, qu'on trouve, où est-ce qu'on voit, par exemple, l'évolution des réseaux sociaux sur Internet, le nombre de tweets, le nombre d'abonnés à Facebook, le nombre de vidéos visionnées sur YouTube par seconde, par minute, etc. Donc, on voit que c'est des chiffres tout à fait épiques, je dirais, et on se rend compte que finalement, ce qu'on imaginait qui était tout à fait impensable dans un lointain ou pas si lointain passé, puis le 21 octobre dernier, on a parlé beaucoup du film Back to the Future, hein. Puis quand on regarde Back to the Future, des technologies qui nous paraissaient complètement folles à l'époque, elles n'ont pas toutes été réalisées, mais on regardait, pour avoir accès, il fallait qu'il mette sa main sur la porte de la maison pour ouvrir. Bien, écoutez, c'est pas très loin des technologies que nos étudiants utilisent, hein. Puis, bon, il avait des lunettes virtuelles où est-ce qu'il pouvait parler avec ses lunettes et à des gens. Bien, quand on regarde les lunettes Google, c'est pas très loin de ça non plus. Puis, il y a beaucoup d'écoles qui expérimentent avec ça. Ils devaient signer une pétition sur une tablette. Bien, écoutez, on n'était pas loin des tablettes actuelles qu'on a. Puis, on parle, il y a quand même des technologies d'il y a 20 ans. Il parlait à quelqu'un par visioconférence. Écoutez, ça, c'est même pas nouveau pour nous maintenant. Skype existe depuis plus d'une dizaine d'années et c'est utilisé abondamment en éducation. Puis, beaucoup d'autres technologies comme ça qui sont présentes parfois et qu'on retrouve actuellement en éducation. Mais moi, je vous dirais que ce que je remarque dans les recherches que je fais, c'est que c'est chaque fois, et puis comme j'ai dit un peu tout à l'heure dans le débat, ce n'est pas les technologies qui vont avoir un impact sur l'innovation, sur ce qui va se passer, c'est vraiment le fait de saisir ou pas l'opportunité ou le potentiel de cette technologie. Et souvent, on fait erreur. Il y a énormément d'écoles au Québec qui ont pris le virage tablette, pour ne pas dire iPad, il y a quelques années. Dans certaines écoles, ça a été fantastique. Dans d'autres, ça a été beaucoup moins fantastique, pour être gentil. Pourquoi? Parce que certaines écoles ont fait l'erreur de donner les tablettes aux enseignants et aux élèves la première journée d'école. Mais quelle erreur absolue! Parce que les enseignants, ils avaient leur matière, etc. Et les élèves, ils se sont tout de suite réjouis d'avoir cet outil en salle de classe et ça a engendré d'importants problèmes de classe. La solution, c'est quoi? C'est pas de retirer les tablettes, ça aurait été peut-être de les donner de façon plus stratégique à des enseignants avant. Donc, pour faire bref, il y a beaucoup d'opportunités ou de potentiel aux technologies, mais encore une fois, les technologies n'ont pas de pouvoir inné. Par contre, certaines technologies ont un potentiel qui est supérieur à d'autres. Puis, je ne veux pas rentrer dans des débats compliqués. On a beaucoup parlé au Québec du tableau blanc interactif. Écoutez, il y en a qui ne jurent que par ça, il y en a qui sont tout à fait contre, mais je vous mets au défi d'aller voir une salle de classe d'élèves du secondaire. On va prendre troisième secondaire. Parce que pourquoi? Parce que les études montrent qu'en troisième secondaire, c'est là où les élèves sont le moins motivés pour l'école. On est à l'âge parce qu'on a presque le droit de quitter l'école. Enfin, on a un droit et donc il y a plusieurs qui s'en servent. Et quand on regarde les taux de décrochage scolaire, là, même si je ne suis pas toujours pour les façons avec lesquelles on calcule le décrochage scolaire, au Québec, un décrocheur, c'est quelqu'un qui n'a pas fini son secondaire à 20 ans. Ben moi, comme citoyen, payeur de taxes, je me dis, est-ce que c'est une réussite d'être au secondaire à 20 ans? Bien, je ne suis pas convaincu à 100%. Donc, moi, ça m'interpelle parfois la façon de calculer le décrochage scolaire. Mais sans entrer dans ces détails, troisième secondaire, je vous mets au défi, demandez aux élèves qui ont un TBI, qui sont assis à 80 pieds du TBI, s'ils trouvent ça motivant quand l'écran en avant il est plus petit que leur écran de télévision dans leur salon qu'ils ont à la maison. Bien, moi, dans les études qu'on a faites, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui me disent que c'est intéressant quand c'est petit, quand c'est loin comme ça. Donc, certains outils ont moins de potentiel que d'autres. Par contre, remettez le même TBI dans une salle de classe au primaire où est-ce qu'on va dire « Venez les amis, on va s'asseoir en avant. » Essayez pas ça au secondaire. « Venez les amis, on s'asseoir en avant. » Pas évident que ça fonctionne. Au cégep non plus, pas évident non plus, mais bon, en tout cas. Donc, tout ça pour dire que le potentiel est là, peu importe l'outil.
des potentiels variés selon les outils, mais un potentiel quand même, un potentiel qui va être lié à l'usage. Plusieurs se demandent, est-ce que les jeunes, ils aiment la technologie? Bien, évidemment, la réponse, c'est oui. Mais est-ce que c'est la bonne question à poser? Hein? Ben non, la question à poser, ce serait plutôt, est-ce que ça peut participer à la réussite scolaire? Primaire, secondaire, université. Je dis université parce que, vous savez, il y a une problématique dont on ne parle pas beaucoup au Québec. On parle beaucoup de réussite scolaire au primaire, au secondaire surtout. Dans les universités, il y a énormément de gens qui commencent et qui ne terminent pas leurs études. Donc, c'est une grande problématique, entre guillemets, différente de celle du secondaire, mais qui est quand même très présente. Donc, est-ce que les technologies peuvent participer à la réussite scolaire? Là encore, pour moi, ce n'est pas la bonne question. La réponse, ce sera oui, mais c'est encore une fois, ce n'est pas n'importe comment. Et c'est là, je pense, qu'il y a tout l'art un petit peu de voir, on parlait ce matin de l'accès à la connaissance, l'accès à l'information, versus transformer cette information en connaissance. Et c'est là tout le rôle du professeur aujourd'hui. Des enseignants de cégep que je rencontrais, ils me disaient, c'est quand même compliqué d'expliquer quelque chose quand l'étudiant a son téléphone mobile et qu'il reçoit une notification sur Facebook. Ils se sentent tous derrière Facebook, donc il n'y a personne qui peut battre ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas évident. Donc, pas n'importe comment, mais il y a quand même des avantages. Et sans faire la liste de tous les avantages qu'on retrouve dans la recherche, on peut dire que globalement, il y a une quarantaine d'avantages qu'on attribue à certains usages des technologies. Et j'insiste sur le concept d'usage. Des avantages cognitifs, on apprend mieux, entre autres. Des avantages affectifs, on apprend avec le sourire. Pour être gentil, on apprend avec le sourire, on apprend de façon plus intéressée. Des avantages sociaux. L'idée d'apprendre à plusieurs, en groupe, c'est vieux. C'est vieux dans les théories de l'éducation. On remonte à Vygotsky, on parle de presque une centaine d'années des fois. Mais les technologies peuvent faciliter ça. Et juste pour vous donner quelques exemples de ça, j'ai une enseignante de secondaire, on a eu la chance d'aller dans sa classe aussi. Elle nous expliquait gentiment, elle dit, les élèves, ils n'aiment pas lire. Fait qu'elle, elle leur fait lire un livre. Et là, elle prend une application pas compliquée où est-ce qu'ils mettent un post-it virtuel, donc le travail n'est pas lourd, après un chapitre pour dire qui a fait le crime dans le premier chapitre. Donc, on ne le sait pas encore. Il faut avoir lu le livre au complet pour trouver vraiment qui est le meurtrier. Elle dit, les livres avec des meurtriers, ça pogne plus auprès des jeunes que des livres où il n'y a pas vraiment d'action. Donc, elle tente de les intéresser à la lecture au début. Mais finalement, les technologies, ce que ça va faire, les jeunes sont curieux de voir qu'est-ce que l'autre a mis comme... Et donc, ça va créer un artifice, finalement, ou un contexte qui va animer les jeunes et qui va leur permettre, en tout cas, d'être plus intéressés. Il y a beaucoup d'autres avantages liés aux technologies, mais encore une fois, tout est lié à l'usage. Ce n'est vraiment pas les technologies elles-mêmes, même si certaines ont un potentiel. Et pour vous dire, les dernières études, ce qu'elles montrent, et là, on parle d'études qui ont été faites à grande échelle, c'est que dans certains contextes, quand c'est bien utilisé, bien, les technologies participent grandement à l'apprentissage. Et je vous mets au défi, encore une fois, d'amener des jeunes à apprendre avec un tableau noir et une craie, amenez-leur un support visuel, puis amenez-leur encore quelque chose d'autre. Et donc, oui, il y a des bons enseignants excellents avec la craie qui vont faire apprendre, tout à fait. L'idée n'est pas là. Mais cet excellent enseignant, donnez-lui ou apprenez-lui à utiliser les technologies, puis vous allez voir que ça va encore plus décupler. Il y a beaucoup d'enseignants de mathématiques qui disaient, et on parle d'excellents enseignants, qui expliquaient que, vous savez, tracer une figure au tableau, ça prend du temps avec la craie. On fait un exemple, on montre ça. Un élève qui a une question, « Ouais, mais si on changeait ça, est-ce que ça donnerait la même chose? » Alors là, le prof a l'option de dire, « OK, soit j'efface tout mon tableau et je prends 7, 8, 9, 10 minutes pour refaire la figure pour montrer avec la question qu'il me pose, ou je le rencontre après, ou finalement je passe par-dessus la question parce qu'il y a beaucoup de matière à voir et si je me mets à changer mes exemples proposés comme ça ne fonctionnera pas. » Avec les technologies, un outil aussi simple que GeoGebra, on peut changer tous les paramètres des figures, on peut manipuler à volonté en quelques secondes et finalement, on se rend compte que ça permet de modéliser, ça permet aux élèves de visualiser et ça leur permet d'apprendre plus. Évidemment, ça change les façons d'apprendre. Il y en a plusieurs, et je ne sais pas pourquoi, des fois, les enseignants de français sont contre les outils qui aident l'élève à se corriger. Je me dis, quel enseignant de français primaire, secondaire, cégep ou ailleurs, et même à l'université, parce que je ne vous dis pas que parmi nos futurs enseignants de français, il y a 80% qui échouent à l'examen aussi de français, mais bon, ça, c'est une autre problématique. Pourquoi ne pas leur apprendre à utiliser des outils qui les aident à corriger leurs fautes? Ces outils-là, ce n'est pas vrai que ça donne la réponse. Tu fais une faute, et il y en a des gratuits en ligne, comme Bon Patron, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Antidote pour les plus avancés, mais c'est payant. Bien, l'outil, ce qu'il fait, il surligne tes fautes potentielles. Il t'amène à te poser des questions. Et quand on interroge les jeunes là-dessus, ils disent « Ouais, mais ça m'oblige à penser quand j'écris, utiliser des logiciels comme ça. » Mais ce n'est pas ce qu'on voudrait, des fois, un peu dans la vie. Et je vous parle des technologies, mais il y a beaucoup d'autres ressources en ligne qui sont tout à fait délicieuses et qui sont, en tout cas, à notre portée, qui sont vraiment intéressantes.
Deuxième avantage majeur sur lesquels beaucoup d'études s'entendent, la première, bon, on parle d'apprentissage, deuxième, motivation, engagement. Et là, il faut distinguer parce que l'engagement pour jouer, pour socialiser, il est présent. Mais là, on parle de motivation à apprendre et ça, c'est quand même intéressant. Et beaucoup d'études ont montré qu'avec les technologies, avec certains usages, on est motivé à apprendre. L'idée d'accès à l'information, même si l'information, ce n'est pas la connaissance, pour les étudiants, c'est quand même stimulant et on apprend des choses quand même. Même si on surestime un peu qu'on est bon, bien, malgré tout, je veux dire, moi, j'ai mon plus grand qui se demande toujours comment on faisait avant Google. Là. Lui, il s'imagine toujours, là, on avait une question, si ce n'était pas dans le dictionnaire, il fallait prendre la voiture, aller à la bibliothèque parce que c'était la seule façon d'avoir la réponse ou appeler. Parce que peut-être qu'au téléphone, les bibliothécaires cherchaient pour nous. Et là, lui, il a du mal à concevoir comment on faisait avant Google. Parce que maintenant, si on a une question, on pose la question à Google et Google nous répond. C'est sûr, ça augmente notre sentiment de compétence. On se sent peut-être, on sent qu'on peut accéder à plus d'informations. Ça ne veut pas dire parce qu'on a accès à la connaissance, à l'accès à l'information, que ça se transforme en connaissance. Il y a un travail à faire derrière ça, mais c'est quand même apprécié des élèves. Et là, il y a tout un débat délicieux aussi sur la question de l'écriture. Il y en a plusieurs, écoutez, qui sont tout à fait contre l'écriture à l'ordinateur. Nous, on s'est beaucoup amusé en juin dernier. On a fait une enquête auprès des profs de français qui nous ont dit globalement, on faisait ça sur la lecture et l'écriture, qu'ils ont dit nos élèves, ils aiment sentir le papier. Et ça revenait souvent, peu importe les profs qu'on interrogeait. On a posé la question aux élèves. Finalement, les élèves, ils nous ont demandé, bien, monsieur, on n'est pas tous des drogués, on n'aime pas nécessairement sentir le papier. Mais bon, on a posé la question écriture-papier, écriture avec un clavier, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux. On a voulu faire quelques comparaisons autour de ça. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas vrai que c'est en opposition nécessairement. Les profs qui permettent à leurs élèves d'avoir les meilleurs scores dans les examens finaux, c'est ceux qui les font écrire souvent avec du feedback, alors avec une rétroaction. Donc, on les fait écrire souvent, on les fait écrire avec une rétroaction, puis en bout de ligne, ils risquent, en tout cas, ils sont susceptibles de mieux réussir leur examen final. Donc, lié aux profs, mais c'est certain que les technologies, on peut difficilement rivaliser avec un outil qui donne un feedback sur chaque mot que tu écris pour chacun des élèves dans ta salle de classe en même temps. Aucun prof ne peut faire ça. Ou sinon, on serait à l'époque de Rousseau, où chaque élève aurait son prof ou son enseignant derrière lui. J'ai parlé d'opportunités et de défis. Les technologies, ça vient avec des défis. Et des fois, j'ai du mal, et puis il y en a plusieurs dans la salle, écoutez, j'ai rien contre vous. Pour plusieurs, il ne faut pas parler des défis. Mais non, les technologies viennent avec un lot de défis. On n'appelle pas ça souvent des problèmes en éducation. On a peur du mot problème, mais c'est quand même, ce sont des problèmes. On peut appeler ça écueil. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, ils veulent vous vendre quelque chose, moi je vous dirais gentiment. Et moi, je suis tout à fait contre l'idée de nous dire que les technologies, c'est un antidote. Non, ce n'est pas un antidote. Ça vient avec son lot d'effets secondaires qui est quand même substantiel. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est tout à fait vrai. Le premier, primaire, secondaire, collégial, université, c'est la source de distraction. Écoutez, je ne vous montrerai pas tout parce que le temps file. Je prends chaque jour de délicieuses photos avec mon téléphone intelligent parce que comme mes étudiants, moi aussi, j'ai mon téléphone. On a un amphithéâtre dans mon pavillon et chaque jour, je suis ravi de voir qu'on est entre 85 et 99 % d'étudiants qui sont sur les réseaux sociaux, en même temps qu'un prof qui parle devant. Peu importe le prof qui parle, c'est toujours à peu près le même pourcentage d'étudiants. Donc, ce n'est pas vrai que ce n'est pas une source de distraction, c'en est une. Est-ce qu'on peut le gérer? Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et même les bons profs que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance d'observer en salle de classe, ils me disent que c'est un défi de chaque instant. Et quand on regarde, et puis il y en a qui disent « Dans ma classe, je n'ai pas de problème, on n'est pas une école on n'est pas un cégep avec ordinateur, tablette, etc. » Tous ces gens-là, je ne veux pas être méchant avec vous non plus, mais je me dis, mon Dieu, vous faites fausse route. Écoutez, regardez la dernière étude de Rogers sur le nombre de textos envoyés par les 17-24 ans. Hein, puis on parle de 6 000 par mois. Ils font ça quand? La moitié entre 9 et 5. On les pense à l'école. Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils font, même quand ils n'ont pas le droit? Ben, ils ont trouvé plein de stratégies discrètes pour faire ça. Donc, puis quand on regarde les concours de texting internationaux, c'est combien le record? Écoutez, c'est 18 mots en 30 secondes. Ça en fait des mots, là. 18 mots en 30 secondes. Tournez le dos 30 secondes à vos étudiants. Il y a des choses qui se passent en salle de classe. Mais bon. Donc, et là, je vous montre mes futurs enseignants à l'Université de Montréal. Ils sont tous souriants. On avait un petit projet tablette. Là, ils sont tous heureux. Mais dès que j'ai le dos tourné, qu'est-ce qu'ils font? Bien, évidemment, ils sont... Puis on a même fait un projet à l'Université de Montréal où est-ce qu'on les filmait en salle de classe avec tout un protocole éthique, parce que filmer des gens, c'est quand même lourd. Ils sont majeurs, etc. Avec une lumière verte, une lumière rouge devant. Et quand la lumière est verte, on tourne. Quand c'est rouge, on ne tourne pas. Donc, pour qu'ils soient bien conscients, ou le contraire, pardon. Et malgré ça, il n'y a aucun scrupule. La première fois, ils sont un petit peu hésitants. Puis après ça, il y en a un, deux qui partent sur les réseaux.
puis après ça, c'est fini. Que la lumière soit verte ou rouge, aucune différence pour eux. En vérité, la première chose qu'ils font dans le cours, quand ils rentrent, ils ouvrent leurs réseaux sociaux. Après ça, ils commencent à regarder qu'est-ce qu'il y a à faire pour le cours. Mais en tout cas, et ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ils sont quand même avec les téléphones intelligents. Donc, tous nos étudiants à l'université, et ça, c'est des photos que j'ai prises en salle de classe, ils sont sur les réseaux. Même quand on monte des films éducatifs, ils regardent d'autres films moins éducatifs sur leur ordinateur personnel. Non, mais rien de méchant, mais ils font d'autres choses en parallèle. Alors, et bon, le multitasking, parce qu'il y en a qui disent ils sont multitaskers maintenant. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré, oui, on peut devenir meilleur en multitasking, mais on n'est jamais aussi fort quand on fait plusieurs choses en même temps que quand on fait juste une chose. J'enchaîne sur les défis. Premier défi, source de distraction, et moi je vous dis c'est majeur, c'est de chaque instant, ça fait partie de la vie. Il faut trouver des façons de gérer sa classe, il faut trouver des façons de responsabiliser les jeunes. Il y a quand même des stratégies très, très simples là-dessus. En tout cas, dans les études qu'on a faites, on a vu que la meilleure stratégie, on dit, mon Dieu, tu n'as pas besoin de faire une étude pour découvrir ça. Le prof qui circule en salle de classe, 80% de comportements, on appelle ça, qui sont moins, entre guillemets, déviants. Donc, ils font, on appelle ça de comportements moins divergents, c'est plus joli que parler de déviants. Et donc, des comportements divergents, c'est faire autre chose que ce que le prof voudrait que tu fasses, et des comportements convergents, c'est faire ce que le prof voudrait que tu fasses. Mais bon, donc, simple fait de circuler en classe, déjà, tu diminues 80% de tes problèmes, bien, ça peut aller vite dans les formations après. Mais bon, on parle de formation, ça en prend quand même, mais ce n'est pas suffisant. Les profs qu'on a rencontrés, peu importe le niveau, ça prend de la formation. Et ce qu'on ne donne pas, pour une raison obscure, on ne donne pas de temps. On donne des formations, mais des moments où les profs peuvent travailler en équipe entre eux. Pourquoi en équipe? Parce qu'on va avoir le doute un petit peu, on va être certain qu'ils travaillent, qu'ils ne fassent pas d'autres choses eux aussi. Hein? Donc, en même temps, mais leur donner du temps, on n'en donne pas assez. Moi, je regarde en Ontario francophone, les nouveaux enseignants ont 10 jours par année et des jours avec un accompagnement d'un mentor pour arriver, etc. Ça dépend des conseils scolaires. Certains en donnent 4, d'autres jusqu'à 10. Mais je me dis, et c'est ce temps qui fait du bien, c'est ce temps dont les enseignants ont besoin parfois peut-être pour innover ou des choses comme ça. D'autres défis qu'on rencontre, primaire, secondaire, mais des fois même ça perdure malheureusement, bien, on veut les technologies pour apprendre et pas pour jouer. Et ça, encore une fois, c'est bien ancré chez les jeunes. Et j'ai des collègues à l'université, au cégep ou ailleurs, qu'il y a des mythes aussi qu'on entretient beaucoup avec les technologies. Ah, ces jeunes, ils sont tellement bons, c'est des experts. Bien, c'est des experts. C'est des experts de quoi? C'est des experts de Facebook. Hein? Moi, je regarde mon plus grand, là, il y a 1800 quelque chose d'amis sur Facebook. Je me dis, mais combien en a-t-il vu là-dessus? Même lui ne le sait pas. T'sais. Mais je suis certain que ça se compte beaucoup moins que des centaines. Mais bon. Les experts de l'apprentissage, il ne faut pas se leurrer, c'est qui? C'est quand même les profs encore. C'est les profs qui connaissent leur matière, français, mathématiques, anglais, sciences, etc. Et oui, les technologies, ça ébranle, ça embête un peu. Oui, ce n'est pas évident, mais c'est quand même vous les experts. Et ça, c'est un mythe, moi, je pense qu'il faut enlever, selon moi. Ça fait partie des défis. Il y a d'autres défis aussi, il y a des défis techniques, on ne peut pas se le cacher. Il y a certaines technologies, c'est compliqué. J'ai un collègue, sans le nommer, à l'université, là, il a été frustré contre une technologie, puis là, à un moment donné, là, la frustration monte, et là, on ne sait plus quoi faire. C'est vrai que c'est stressant des fois, puis les techniciens ne peuvent pas être là à chaque instant quand on a un bug rencontré, mais bon. Peu importe le niveau scolaire des élèves, moi, je vous dirais qu'il y a une stratégie qui est importante, primaire, secondaire, collégiale, même université à la limite. Et je vous dis à l'université parce qu'à 17h30 tantôt, je continue à parler, mais là, j'ai des futurs doctorants en éducation. Mais il faut une charte d'usage des technologies en classe parce que, écoutez, autant où il y avait une époque où les téléphones sonnaient très peu en salle de classe, autant maintenant, c'est devenu. Et s'il n'y a pas de règles, peu importe le niveau auquel tu enseignes, là, je parle du téléphone qui sonne, on est à l'université, au primaire, secondaire, les élèves ne se gênent pas pour texter. Et les études sur le texting en salle de classe, dans les écoles où c'est interdit, bien, écoutez, c'est phénoménal. Mais charte de l'usage, on peut appeler ça charte, c'est plus joli, c'est un euphémisme pour parler de règles, mais ça prend des règles. Et un autre défi qu'on a, et ça, c'est un défi, mais en même temps, il faut soit changer sa façon, son niveau de tolérance, ou soit à ce moment-là, bien, on va vivre, en tout cas, tristement. Il faut soit les engager en tout temps, soit être conscient que si on leur laisse un 5 minutes de pause, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un 5 minutes, là, il y a un intermède, bien, c'est sûr qu'ils vont aller avec leur technologie. Alors, soit on accepte ça parce qu'on a fait une pause, ou soit on les engage à chaque instant. Et peut-être, des fois, pour gagner du temps, on peut instaurer certaines routines, mais là, encore une fois, primaire, secondaire, collégial et même plus tard. Et parfois aussi porter attention au visage des apprenants. Moi, à l'université, j'adore faire ça. Nous, les gens du bac, je me mets derrière des fois quand ils ont quelque chose à faire. Et là, ça les embête profondément parce qu'ils n'osent pas être sur les réseaux sociaux quand moi-même, physiquement, je suis derrière eux. Pas derrière chacun, mais dans le fond de la classe. Au lieu d'attendre en avant, parce qu'en avant, ils font tous des beaux sourires, mais quand tu regardes leur écran, après ça, tu te rends compte que, waouh, hein, c'est pas à moi qui souris. Mais bon, donc,
portez attention au visage, pas juste au visage ou à l'écran, mais portez attention aux deux et être parfois derrière être parfois derrière nos apprenants. Dans les dernières tendances, et j'en parle très brièvement, on tente, et on a parlé un petit peu tout à l'heure de Minecraft, qui est obligatoire en Suède dans le cursus scolaire au secondaire, c'est eux qui l'ont inventé. L'idée, c'est d'utiliser les jeux pour apprendre, parce que l'engouement des jeunes, il est là. Donc certains, et on a filmé dans certaines salles de classe où les jeunes redemandent de jouer, ils appellent ça jouer, mais en vérité, on apprend en parallèle. Le défi de ça, de ce qu'on appelle la gamification, la ludification, bien, c'est aussi de s'assurer qu'il y a vraiment un apprentissage derrière ça, qu'on n'est pas juste en train de jouer et qu'il n'y a pas de retour, parce qu'il faut une certaine prise de conscience si on veut être certain que les jeunes apprennent en bout de ligne. Donc ça, c'est une nouvelle tendance. Une autre tendance que je trouve réellement intéressante, c'est l'apprentissage mobile. Et ça, c'est une tendance montante dans les universités. Pourquoi? Et je me suis inscrit à certains cours, puis ça, c'est des nouveaux manuels scolaires délicieux. Des manuels scolaires qui te textent. Imaginez-vous, au début, tu t'inscris parce que tu as un livre en ligne, alors tu t'inscris, tu mets ton nom, etc. Puis j'ai suivi quelques cours, pas parce que je m'ennuyais du tout, mais pour voir un peu comment ça marchait. Et là, selon là où est-ce que tu es rendu dans ta lecture numérique, on t'envoie des textos. Puis on te dit, si tu trouves que c'est trop, tu peux changer les paramètres. Et là, dans les paramètres, écoutez, imaginez ça, quel type d'apprenant es-tu? Puis là, le pire des apprenants, c'est minimum un texto par semaine. Je me dis, je ne suis pas le pire. Donc, un texto tous les 2 jours, c'est là où j'ai pu trouver ma zone de confort. Mais c'est intéressant, ce n'est pas que ça soulage le prof, mais l'idée, c'est de garder l'élève ou l'apprenant en contact avec la matière scolaire en tout temps. Donc, il y a beaucoup d'autres innovations, mais juste pour vous dire, l'usage des appareils mobiles, comme les téléphones portables, par exemple, aux États-Unis seulement, il y a 2 millions d'enseignants qui utilisent des applications qui font appel aux textos auprès des jeunes. Il y a 20 millions d'élèves qui utilisent leur téléphone intelligent à ces fins-là, et une seule application, et puis j'ai aucun intérêt pour eux, mais en même temps, cette application-là, c'est un enseignant sur 5 aux États-Unis, et ils sont quand même nombreux là-bas, qui l'utilise. Tout ce que ça fait, ça envoie des notifications par SMS, par message texte aux jeunes. On se rend compte, il y a une étude qui a été faite dans l'État de New York avec une application similaire, pas celle-là. On se rend compte que ça a eu un impact direct sur, finalement, la réussite scolaire en bout de ligne. Ce que ça fait, on envoie des rappels, on leur dit qu'il y a un examen, etc. Les élèves pensent que le prof est en train de leur texter individuellement le soir. Ben non, le prof programme ses messages, la plateforme les personnalise et les envoie aux élèves à l'heure que le prof choisit. Mais tout ça pour dire que les élèves envoient très peu de courriels, ils n'aiment pas ça, ils vont sur la plateforme, c'est lourd pour eux, mais bon. Mais encore une fois, tout est dans la façon d'utiliser ces outils informatiques. Quelques mots, parce que le temps file, ordinateur, laptop, tablette, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Bien, il y a des implications financières derrière tout ça. Il y a un souci d'équité important, je l'avais dit tantôt. Il faut aussi comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont vers le BYOD. Nous, dans ce qu'on a vu, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas évident, le BYOD. Chacun apporte son propre appareil. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont aux prises avec régler une variété de problèmes techniques. Il y en a qui ont des tablettes du Apple Store et d'autres qui ont des tablettes de chez Walmart. Alors, une variété de qualités de tablettes, et c'est l'enseignant qui se retrouve avec ces problèmes techniques-là. Et même sur des plans sécurité informatique, ce n'est pas très gérable. Moi, je vous dis qu'il faut demeurer ouvert. Je vous disais quelques mots tout à l'heure sur l'écriture. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois à peine, j'étais convaincu qu'il fallait apprendre le doigté sur le clavier. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai appris en souffrant. Elle s'appelait Sœur Berthe. Elle nous a montré, il n'y avait aucune lettre affichée sur la dactylo. C'est une dactylo mécanique. Puis elle avait un mètre en bois. Elle ne nous a jamais frappé. Mais on avait toujours l'impression qu'elle pouvait le faire. Mais je vous montre en quelques secondes pour clore cette conférence. Qu'est-ce que j'ai découvert en observant des élèves qui étaient en situation d'examen? Donc, on ne verra pas leur visage, c'est volontaire pour des questions éthiques. On a des élèves qui font 80 mots minutes, qui écrivent des textes où est-ce qu'ils ont eu 100% dans l'examen du ministère, qui n'est pas uniquement corrigé par la prof des élèves en question. Des élèves où est-ce qu'ils ont pris des paragraphes, ils ont pu les déplacer, changer des phrases, etc. Des manipulations que les élèves papier-crayon ne font jamais. Quand ils ont leur copie, ils vont se relire, dans certains cas, corriger des fautes. Jamais ils vont prendre un paragraphe, le déplacer. Ça impliquerait tout réécrire. Alors, même en situation d'examen du ministère, il y a beaucoup de recherches faites au Québec qui ont montré que les examens ne font pas ça. Mais je voulais juste, sur ces quelques courtes vidéos, juste pour vous montrer à quel point... Alors, il n'est pas en train de jouer à un jeu, non, il fait une composition du ministère. Donc, il n'est pas en train de recopier non plus, ce n'est pas comme une dictée. Il est en train de composer, et on le voit malheureusement ou heureusement avec 2 pouces. Moi, j'étais convaincu que le clavier, c'était bon. Et là, j'ai une enseignante qui m'a dit, viens voir dans ma classe, ça va changer ton opinion. Donc, je vous en montre un comme ça, et j'en ai plusieurs. Lui, il a eu 100% en plus. Je vous en montre une autre, regardez celle-là.
l'enseignante qui circule des fois pendant l'examen pour répondre à des questions, bien, elle a une question, mais pendant qu'elle a une question, elle continue à écrire. Elle dit, je ne perdrai pas mon temps. Hein. Fait que je lève la main, puis l'autre main, je continue à faire mon texte, etc. Là, il y avait la technique avec 2 pouces. Elle prend l'index. On a une autre qui prend le pouce avec 1/3 de l'écran et l'index 2/3. Et la prof expliquait, bien, au début, je me battais un peu pour leur montrer le doigté. Elle dit, bon, j'ai oublié. Je les fais écrire régulièrement, je les fais écrire souvent, puis en bout de ligne, ils arrivent à écrire des textes intéressants, pas de fautes, etc. Donc, plusieurs façons de faire, et c'est pour ça que je vous dis, il faut rester peut-être ouvert à ces diverses façons de faire. Je ne vous montrerai pas tout, le temps file. Pour conclure, alors, l'éducation à l'âge du numérique, il y a beaucoup d'opportunités qui, selon moi, vont éclipser les défis, mais en bout de ligne, il n'y a aucune technologie qui va faire en sorte que vos élèves, vos apprenants, vos étudiants vont mieux réussir. C'est vraiment les usages que vous en faites, que vous amenez les enseignants à en faire, que les enseignants en font et que les apprenants eux-mêmes vont en faire. Alors pour moi, c'est vraiment la clé du succès. Je vous remercie et puis il nous reste peut-être 20 secondes pour des questions. Si vous voulez en savoir plus, bien, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, etc., voir ce qu'on dit sur tout ça. Merci beaucoup. Bonne fin de congrès.